Merci beaucoup à nos conférenciers, à notre conférencière, nos conférenciers. Merci beaucoup Ariane Jambé, merci beaucoup Dylan Bovet et Patrick Michel pour cette extraordinaire, je peux le dire, présentation qui vraiment a tenu ses promesses tant elle a croisé ces différents domaines de discours, tant elle est interdisciplinaire, tant elle croise les questions. Le, la discussion est ouverte. Laissez-moi vous rappeler que nous vous invitons toutes et tous à poser vos questions par le chat et nous adresserons ces questions à nos intervenants du jour. Donc, le chat est ouvert, il est à votre disposition. Euh, je ne vois pas de questions immédiatement arriver. Peut-être Pierre-Louis en voit une, mais si ce n'est pas le cas, je me permets impoliment, puisque j'ai la parole, de la garder une seconde pour vous poser une question parmi la foultitude de questions que j'ai envie de vous poser, mais en voici une. C'est le contraste entre l'infini potentiel de, de l'Internet, enfin du digital, on va s'attarder sur les termes, donc une connaissance potentiellement illimitée et une finitude humaine. Donc finitude de ce que l'on peut assimiler, de ce qu'on peut lire, finitude d'une vie humaine. Voilà, même si on consacre 14 heures par jour à la lecture et à l'étude pendant la plus grande partie de sa vie, on n'étudiera jamais qu'une partie infinitésimale de ce qui nous entoure. Alors, est-on là simplement devant un problème qui de tout temps s'est déjà posé, c'est-à-dire que même avec nos bibliothèques dites classiques, on n'en lira jamais qu'une fraction, on n'en saura jamais qu'une fraction. Et a-t-on simplement augmenté le problème ou se trouve-t-on à une croisée des chemins où une potentielle connaissance infinie appelle, appelle un homme que je nomme sans genre, donc une humanité, elle aussi infinie, c'est-à-dire affranchie de ses limites corporelles, au même titre que les ruines digitalisées peut-être nous affranchissent de leur matérialité, affranchie de nos connaissances immédiates, de nos capacités d'analyse. Donc, pourrait-on imaginer que cette infinité digitale appelle une nouvelle, je le dis avec précaution, infinité humaine? Alors, je ne sais pas, entre mes collègues, quelqu'un souhaite répondre ou sinon je me lance? Vas-y, lance-toi et peut-être je réagis après. Parce qu'il y avait deux choses, donc sur l'opposition entre cet infini potentiel, un espace virtuel, et la finitude humaine, et puis ce deuxième aspect qui venait compléter peut-être avec des projets comme la bibliothèque d'Alexandrie, dont finalement même on pouvait avoir qu'un accès limité. Peut-être sur cette question, Ariane va revenir. Alors, pour l'infini potentiel, effectivement, on se retrouve, mais finalement devant une situation assez semblable que celle du vertige provoqué par la conquête spatiale et par la découverte ou le développement de la physique quantique. Et c'est un point de vue finalement assez traditionnel peut-être qu'adoptent les philosophes et même les classiques en fait, que de trembler à la vue de cet espace infini. C'est d'ailleurs même l'avis de nombre de scientifiques des sciences, dira-t-on, dures,
Parce qu'il faut rappeler que Einstein, par exemple, était du même avis. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, je pense que le plus important, c'est déjà de se poser la question, justement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Ne pas se la poser, c'est quelque part ne pas se soucier de cette humanité, à mon sens. Donc, la première étape, c'était de poser cette question et je pense que c'est ce qu'on est aussi en train d'essayer de développer. Il faut s'être posé cette question pour essayer de l'apprivoiser. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que cet espace qui semble infini, on y a accès finalement par touche. Et c'est pour nous aussi qui sommes impliqués dans ces domaines d'études assez compliqué de suivre ce qui se fait, de voir tous les liens entre les choses. Et finalement, là, c'est effectivement une limite de notre conception en tant qu'être humain, mais qui redéfinit en même temps le rôle de l'être humain et redéfinit peut-être sa finitude. Hannah Arendt parlait déjà du fait de prolonger la vie. Hein. La science permet de repousser un peu cette finitude. La machine, l'intelligence artificielle permettront également sans doute de repousser cette finitude. Toute la question sera de savoir encore la part d'humanité qui pourrait rester dans cette fusion avec la machine, ou cette humanité augmentée que promet le transhumanisme. C'est ça répond à un peu mes réflexions là que j'ai notées par rapport aux quelques directions que vous avez évoquées. Je ne sais pas si Ariane souhaite rebondir sur l'un ou l'autre point. Simplement rappeler que c'est pas, la quête du savoir, elle, est probablement illimitée, et ce, dès la bibliothèque d'Alexandrie, mais en réalité bien avant. C'est la production de ce savoir et la capacité à stocker, à conserver ce savoir qui désormais paraît lui aussi illimité. Je soulignerais par exemple que dans l'Europe occidentale, au XIVe, XVe siècle, on ne savait plus le grec ancien. On avait perdu le savoir du grec ancien en Europe occidentale. C'est ensuite bien ce qui a donné le mouvement des humanistes. Donc, le savoir peut se perdre, il peut aussi heureusement, il peut aussi se retrouver. Donc, c'est plutôt sur cet enjeu-là, sur l'enjeu de cette capacité à stocker notre savoir et à l'exposer, que désormais, moi, j'y vois à titre personnel effectivement une rupture par rapport à une conception analogique du savoir. Mais entre-temps, je vois qu'il y a aussi une question qui est arrivée. Oui. Alors, tout à fait. Je vous laisse. Je ne sais pas si vous voulez que je lise la question. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Oui. Donc, j'ai une première question d'une étudiante, qui est la suivante. N'est-il pas contradictoire de vouloir appliquer le concept de sobriété numérique en soutenant l'idée qu'il faudrait un accès aux populations concernées par ces projets de préservation de la mémoire? Cet accès digital à la mémoire ne devrait-il tout simplement pas être repensé? Alors, là, j'imagine que c'est une question à laquelle je serais plutôt amené à répondre. Alors, évidemment, oui, il y a un paradoxe. On essaie de répondre en fait à la nécessité de la conservation de cette mémoire. Et c'est vrai que dans cette présentation, on montre un regard critique en fait sur l'utilisation du numérique, alors qu'en fait, on utilise évidemment ces mêmes technologies. Mais ça veut pas dire, la sobriété numérique ne veut pas dire qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas les utiliser. Notre idée, c'est d'une part de les utiliser de manière raisonnée, ça veut dire réfléchir dans le contexte dans lequel ces nouvelles technologies peuvent être utiles. Et justement, peut-être que le numérique, surtout quand c'est développé dans notre société où en fait on est une société où on vit en paix, on vit en sécurité, on a des moyens financiers, peut servir à ces populations. Dans le cadre de l'archéologie, même si c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, effectivement, la Suisse
n'a pas de passé colonial. On n'est pas une grande puissance comme comme a pu l'être l'Allemagne, l'Italie, mais surtout la France implantée au Proche-Orient, où il y a eu une exploitation pendant des décennies en fait du patrimoine au Proche-Orient, par exemple. Et qu'aujourd'hui, ces archives se retrouvent en fait, ces archives scientifiques déconnectées en fait des populations. Elles peuvent pas retourner parce qu'il y a des problèmes de propriété aujourd'hui, où le temps a fait qu'il y a une prescription acquisitive qui fait qu'effectivement ces archives sont la propriété des pays dans lesquels se trouvent aujourd'hui, même si le patrimoine appartient à d'autres. Le numérique permet quand même de rendre ce patrimoine aux personnes qui en ont besoin. Dans le cadre de sociétés qui traversent des crises telles que des guerres, ce patrimoine est absolument fondamental pour la reconstruction de la cohésion sociale, du savoir vivre ensemble, d'imaginer son passé comme un passé commun et un passé qui était pluriculturel. Et donc, oui, on oscille en fait à l'intérieur de ce paradoxe entre l'utilisation qui génère un problème de ressources, mais aussi la nécessité et le devoir qu'on a, nous, aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, de rendre une partie de ce patrimoine à ces personnes qui en ont besoin. Et la notion de sobriété numérique, ça ne veut pas dire pas du tout de numérique, ça veut dire réfléchir à la manière dont on utilise ces ressources. Voilà la réponse que je proposerais. Très bien, je vous remercie. Alors, normalement, comme vous avez pu le voir, on a une question de Claire Clivaz. Une première question, parce qu'en fait, elle a deux aspects qu'elle aimerait traiter. Le premier, donc, est sur le suivant. La notion d'environnement, excellente idée de repasser par Oikoumène. Je prends, et donc elle va y réfléchir. Par contre, la citation de Mathias sur la structure particulière de la réalité manque complètement la question du virtuel, ce qui faisait la qualification de la poétique pour Aristote, ce qui pourrait arriver, fin de citation, nous sommes seulement en train d'appréhender le virtuel, matérialisé dans les fluctuations du code, notamment, et qui rendent notre écouménée poreuse aux irréels comme au virtuel. Quid du virtuel dans le point de vue de Mathias? Alors, j'imagine que la question m'est adressée. Alors, effectivement, alors, j'ai pas lu tout Paul Mathias, mais notamment dans l'article que je cite, Paul Mathias parle surtout des instruments, des objets qui nous permettent d'accéder au numérique et les présente comme un état de fait. Il n'élabore pas sur la question de la virtualité, parlant d'Internet et de notre réel comme deux états de fait qui s'interpénètrent ou dont les accès sont rendus extrêmement poreux car omniprésents. Et c'est vrai que cette notion de virtuel, on est vraiment, comme le suggère la question, en train de commencer à la concevoir avec les fluctuations du code. Et je pense que c'est effectivement un point auquel il faut réfléchir. Mais effectivement, Paul Mathias n'en parle pas spécifiquement et n'en fait pas en tout cas un enjeu de sa discussion, ce qui, à mon sens, doit être corrigé. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on prenne la deuxième question de Claire? Je regarde si je l'ai directement, sinon j'ai... Ah oui, j'ai la deuxième question de Claire et ensuite j'aurai une autre intervention. La deuxième question de Claire. Alors, je pense que vous l'avez aussi eu dans le chat. Je pense que je peux peut-être dire quelques mots. Donc, merci à Madame Cliva. Évidemment, donc la perspective du libre accès et en gros donc la problématique publique-privée. En fait, cette réflexion, elle part d'un constat. Donc, dans mon activité, je travaille et avec des fonds publics et des fonds privés et avec des institutions publiques que sont les universités, les fondations philanthropiques ou l'UNESCO et des sociétés privées. Et le constat, en fait, part du fait que nous, en fait, en lettres, même si on a effectivement un savoir et beaucoup de potentialité pour la production d'outils numériques ou l'exploitation d'outils numériques,
d'un point de vue tout à fait personnel, mon premier champ d'expertise, c'est pas le code. Et donc, quand on passe pour la création de code ou le développement des algorithmes par des sociétés privées, eh ben, très vite, comme vous le suggérez, dans le contrat se pose la question de la gestion des droits et de l'accès à ce code, parce que dans une vision, disons, plus mercantile d'une entreprise qui a besoin de fonds pour fonctionner, ben, ce code qui va être développé peut faire partie en fait de la matière première de son business plan ou des ressources qu'elle va pouvoir monnayer. Et en fait, on voit en fait que travailler dans le milieu des digital humanities ou au sein de l'université, on n'a pas de prime abord au début d'un projet, par exemple, toutes les ressources et qu'on doit aller chercher des savoir-faire, puisque c'est un travail qui est fondamentalement transdisciplinaire. On doit aller chercher des savoir-faire ailleurs. Eh bien, cette question-là se pose. Alors évidemment, le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est d'avoir un contrat qui gère ces questions. Mais c'est vrai que dans le développement aujourd'hui de l'utilisation des technologies numériques dans le domaine des humanités, c'est une question parce que je pense qu'on est nombreux en fait à travailler entre le public et le privé. Donc, au final, le but, la finalité d'une société privée et celle d'une université est évidemment pas la même. Donc c'est pour ça qu'on voulait souligner ce point parce qu'on a imaginé effectivement que d'autres personnes pouvaient se trouver confrontées à ce genre de problématiques. Merci pour la question. Alors, je ne sais pas si Patrick, vous voulez répondre directement à Claire qui a enchaîné en fait sur ce que vous venez de dire. Je vous laisse une autre question, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir peut-être. Parce que j'ai une autre question qui a été posée de la part de Antoine Vasco. J'ai l'impression que nous avons tendance à considérer cet espace comme infini, alors qu'il repose sur une réalité matérielle dans un monde bien fini et qui peut être mise à mal par les incertitudes de l'avenir. Tout à l'heure, vous parliez de la fragilité de notre archéologie avec l'exemple de la Syrie. Nos données n'ont-elles pas une forme de fragilité elles aussi, en temps de guerre par exemple? Oui, alors je peux répondre à cette question et puis peut-être qu'après on verra avec Dylan s'il veut ajouter quelque chose. C'est effectivement ça. Nous avons tendance à considérer cet espace comme infini. En fait, il faut bien imaginer que derrière, il y a une rhétorique, il y a une mythologie qui s'est constituée autour du numérique, donc surtout promue par les entreprises d'ordinateurs. On peut penser à des pubs assez anciennes d'IBM où effectivement on promettait l'accès à l'infini. Donc en fait, nous avons tendance, c'est pas vraiment que nous avons tendance, c'est qu'on nous a présenté le numérique de cette façon et par conséquent, cette conception-là s'est répercutée jusque dans notre conceptualisation de ce que pouvait être un espace numérique. Et j'aurais tendance à dire que vous avez absolument raison. Il repose sur une réalité matérielle. Et effectivement, la question de la mémoire que j'ai abordée au début, c'était aussi pour rendre compte que nos données, nos métadonnées, tout ce que nous produisons et qui se balade un petit peu de ci, de là, demeure fragile, vous avez raison, puisque elle repose sur cette réalité matérielle. Et peut-être que Dylan, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, voudrait ajouter quelque chose. Pardon, j'étais en train de lire la question suivante La rhétorique de l'infini. La rhétorique de l'infini. Donc effectivement, tu as repris la pub IBM. C'est tout à fait cela. Le numérique n'a été conceptualisé auprès du grand public que comme un infini rendu possible par l'avancement perpétuel de la technologie et l'amélioration des technologies. Et à ce sens, il est vrai que la certitude que donne le numérique pour l'avenir, c'est que l'expansion va continuer et que le numérique va devenir toujours plus performant.
Maintenant, par rapport aux fragilités de l'archéologie et des données, je pense que ça, c'est plutôt à l'archéologue de répondre. Je sais, Patrick, tu as... Non, mais enfin, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les données sont évidemment fragiles, elles aussi. Alors, en temps de guerre particulièrement, oui, mais après, comme je l'ai dit, ça peut être aussi chez nous dans le cadre d'un incendie ou d'une inondation, etc. Et on perd une partie des données. Donc là, je pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Peut-être, je vois que la question de Mme Kliva a été reposée parce qu'on a sauté une question. Je peux juste revenir peut-être brièvement donc sur la... Non? Ah, juste un instant, Patrick, il me semblait que Boris voulait ajouter quelque chose sur ce point-là. Alors, merci beaucoup. Je voulais juste poser la question sur cette question d'infini, parce qu'il me semble qu'il y a deux façons de le voir. D'une part, il y a l'infinie augmentation du corpus, en quelque sorte, ça c'est une forme d'infinité, mais il me semble que l'ère digitale ouvre une autre forme d'infinité qui est celle des connexions, qui est celle des croisements des discours, et ça me paraît quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que l'augmentation du corpus, ben oui, celui-ci va augmenter de toute façon avec le passage du temps. On va continuer à accumuler du matériau. Mais là où le digital fait la différence, me semble-t-il, c'est qu'il y a un croisement possible, comme au niveau synaptique du cerveau, au niveau des algorithmes. Enfin, oui, les métaphores sont différentes. Et ça, c'est une nouvelle forme d'infinité, me semble-t-il, qui est bien différente de simplement une méga bibliothèque d'Alexandrie. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Mm-hmm. Ce qui est très présent par ailleurs dans les sciences de l'Antiquité avec beaucoup de projets transdisciplinaires en fait. Et même là, au sein de nos trois projets, en fait, on ne peut pas parler d'une discipline qui serait vraiment coupée des autres. Dans les sciences de l'Antiquité, on a d'un côté l'histoire ancienne, on a l'épigraphie, on a le latin, on a la philologie classique. Mais finalement, c'est aussi revenir à ces connexions variées qui mettent en relation divers spécialistes et qui s'illustrent par le modèle par les modélisations, par exemple, que nous avons présentées et qui montrent bien qu'il y a un concours de spécialistes travaillant sur le même objet avec des angles différents et qui partagent leurs données. Et c'est très différent d'un projet encyclopédique. Tout à fait. Que prononce. Voilà. Merci beaucoup. On revient à nos questions du chat. Pierre-Louis, il y en a de nouvelles, je pense. Oui, exactement. Alors, est-ce que je peux répondre pour Madame Kliva? Voilà, s'il vous plaît. Je voulais juste dire, parce qu'il me semble que la question du fond de carte Google que j'ai utilisé. C'est vrai. Alors, en fait, des collaborations sont en cours d'élaboration, mais effectivement, là, pour voir comment je pouvais tester les modèles, j'ai recouru à ce qui m'était plus pratique dans un premier temps et pour pouvoir produire rapidement un modèle pour tester un petit peu les limites de ce genre d'études. Cette façon de spatialiser les inscriptions et de les mettre en relation par rapport à leur texte n'a pour l'instant pas beaucoup été exploré. Et c'est vrai qu'ici, on peut déjà remarquer, par exemple, rien que le rôle essentiel de Rome. Ça paraît être une évidence, mais il a fallu que je place ces points et que je mette en relation les poèmes pour me rendre compte que des parties de texte dont des portions relativement importantes étaient communes, eh bien, il y en avait quasi tous les cas, 1 sur 2 qui venait de Rome, et ça illustre les interactions entre Rome et les provinces. Mais tout à fait, là, je suis en contact avec différentes personnes pour pouvoir rendre ce modèle plus pertinent, utiliser également des fonds de cartes basés sur des cartes antiques plutôt que des cartes avec les noms contemporains. Tout à fait, c'est en cours, c'est juste que ce n'était pas prêt pour cette présentation, ça le sera à l'avenir. Merci pour la question.
Nous avons encore une question ici de monsieur ou madame Villemier qui nous demande: n'existe-t-il pas le risque de figer le savoir à travers une exhaustivité de plus en plus importante dans l'espace numérique du contenu historique humain? N'y a-t-il pas en définitive un appauvrissement du savoir humain à travers l'absence d'interprétations successives qui se succèdent les unes aux autres? Donc la question est de savoir, on en revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire le matériau d'une part, et puis comment est-ce qu'on l'interprète? Est-ce que accumuler du matériel, est-ce que ce que Derrida appelait le mal d'archive ne risque-t-il pas de nous frapper? Et puis est-ce que, en définitive, c'est notre capacité d'interprétation qui, sans cesse, ne doit pas être remise au centre pour éviter ce que monsieur et madame Villemier appelle ici un appauvrissement du savoir? C'est une question intéressante, et dans la mesure où on ne peut pas prophétiser ce que sera éventuellement le savoir dans quelques temps, je ne m'aventurerai pas à répondre de façon directe à cette question, mais peut-être rappeler que cette question d'archiver, cette question d'accumuler du savoir est aussi un petit peu parallèle à la question, enfin, au reproche qui est généralement fait avec nos types de projets, qui est de dire vous ne faites que de la visualisation et vous n'établissez pas les liens entre les divers éléments que vous faites voir à l'écran. Alors, existe-t-il un risque? Je suis bien embêtée, peut-être, oui, bien sûr, mais pour s'assurer que ce risque, au fond, ne se réalise pas, là, j'aurais tendance à suivre un petit peu la vision d'Alessandro Baricco. Il faut absolument intégrer beaucoup plus d'humanistes dans des conceptions de projets numériques, précisément parce que le rôle est celui d'interpréter les données les unes avec les autres. Donc voilà, alors je ne sais pas si mes collègues, ça c'était ma réponse, je ne sais pas si mes collègues veulent contribuer ou pas. C'est vrai que cette vision, finalement, s'oppose aux sciences de l'Antiquité en tant que sciences de la perte, parce que si on peut produire des discours, recréer des mondes, il a fallu que, en quelque sorte, on ait perdu un certain nombre de choses. Or maintenant, la perte ne se fait plus. On conserve le moindre blog des années 2000 est conservé sur un serveur, le moindre message envoyé via son smartphone. Et c'est vrai que, en ce sens, je pense qu'on peut avoir l'impression que plus rien à un moment donné va se transmettre. Puisqu'on n'a rien perdu, on ne peut rien transmettre, puisque tout est perpétuellement conservé. Mais je répondrai effectivement comme ma collègue que ce qui est important ici n'est pas tant la masse d'informations qui est entièrement conservée, mais plutôt le fait de naviguer à travers ces informations et de naviguer de façon consciente et en permettant à diverses voix de s'exprimer, d'utiliser, de réfléchir. Et c'est aussi par la réflexion et par le retour à l'humain, à mon avis, que l'on peut comprendre et continuer à vivifier cette masse de données qui a tendance à devenir un peu inerte avec la technologie et la mémoire extensible à l'infini que proposent les serveurs. Encore faudra-t-il voir ce que humain veut dire dans 10, 20, 50 ou 100 ans. Je lisais Harari l'autre jour. C'est assez intéressant. Enfin, voilà. Alors, il est 18h55. Nous avons le temps de prendre encore une ou deux questions, demandant à nos orateurs de bien vouloir répondre peut-être de façon brève si ces questions nous arrivent encore. Je garde l'œil sur le chat tout en vous regardant virtuellement les unes et les autres dans les yeux. Alors, nous n'avons pas d'autres questions, ce qui semble être le cas. Oui, pardon, Pierre-Louis a une question, excusez-moi.
Oui, Alors, j'ai une question qui vient de m'être adressée que je vais vous lire. N'y a-t-il pas dichotomie entre le gigantisme des données à disposition, la notion nouvelle du monde par rapport à la notion antique, et la volonté d'approche en quelque sorte limitée? Ne repose-t-on pas alors la question de la manière dont l'homme, entre parenthèses anthropos, ressent, s'inscrit dans son espace? Comme l'a relevé un Justin Favreau parlant des Burgondes, chacun en Occident se disait appartenir à un évêché, à une ville même. Comment alors se conçoit l'espace dans ce sens? Tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à mettre la question peut-être aussi sur le Ouais, chat. je fais ça de suite. Voilà, je suis pas sûr d'avoir tout saisi au vol. Euh, donc, Et voici. oui. Alors, un petit peu dichotomie entre le gigantisme et les données. Oui, alors tout à fait. En partant de la notion d'anthropos, ce que j'ai tenté de montrer, alors je l'ai appelé plutôt humanitas pour faire référence également aux humanités qui sont, voilà, qui ont été importantes pour la Renaissance et qui ont ensuite évolué en nos humanités désormais digitales ou numériques. C'était précisément de remettre l'homme au centre de son espace pour pouvoir l'appréhender. Quelque part, avec le mouvement de la science, le développement de la technologie, l'homme a été en quelque sorte mis sur un point d'observation. Et ça, c'est une vision qu'adopte déjà Arendt et qu'adopte aussi, par exemple, Bruno Latour, où l'homme, finalement, s'observe de loin. Donc, dans ce flot d'informations, ce flot numérique, il semblait effectivement important de remettre l'homme au centre. Ce qui permet ensuite, et la question des Burgondes est tout à fait exemplaire, de pouvoir appréhender un espace plus ou moins étendu. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des utilisateurs numériques doivent être conscients de tout ce qui se passe sur le numérique, mais on peut avoir conscience de se déplacer dans un certain nombre de données, un certain nombre d'interfaces numériques, et on peut avoir plus ou moins de connaissances. Je pense que l'important ici est de se rendre compte finalement de ce qu'on est en train de faire, de ce que peut être le numérique, de ce qu'il n'est pas, et de justement comment l'exploiter. C'est un peu ça, c'est surtout répondu sur la fin de la question. Et par rapport au gigantisme des données à disposition et un monde qui serait plus restreint ou un monde antique, eh bien là, c'est une façon de pallier ce gigantisme, c'est d'apprendre à le connaître petit à petit et de toujours pouvoir aller les plus grands, faire les liens entre les choses pour que l'environnement numérique devienne et reste un environnement familier et non pas aliéné. Merci beaucoup. J'appelais de mes voeux une ou deux questions. Et bien, nous en est arrivé une deuxième. Celle-ci est adressée à Ariane Jambé. Une question pour vous. Je suis absolument adepte de l'attachement à valoriser un manuscrit, comme Homère Multitexte le fait depuis plusieurs années. Mais voyons le contre-pied. Comment articulez-vous le contenu de votre manuscrit avec les autres versions homériques, et surtout, bravo à tous les trois pour cette passionnante discussion. Donc, la question est une amorce de conclusion et de remerciement à vous trois. Oui, c'était une question d'homériste à une autre homériste. Non, simplement pour souligner qu'effectivement, dans le cadre du projet sur lequel je travaille, nous n'avons pas l'approche philologique qui consisterait à établir une sorte de constitutio textus du texte homérique en repartant de mon manuscrit pour voir
cette variabilité du texte numérique qui a souvent été évoquée. Non, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le manuscrit de Genève avec tout le contenu qu'il a. Et c'est un contenu ample, il y a beaucoup d'exégèse dans ce manuscrit. Et j'aurai l'occasion de rediscuter peut-être avec Madame Kliva sur l'ambition de notre projet, mais je crois que se concentrer sur un seul document permet aussi d'approfondir certaines connaissances entre le texte homérique et son exégèse. Voilà ce que je peux en dire. Mais je note la question et je peux d'ores et déjà dire à Madame Kliva que j'y répondrai peut-être par mail de façon un petit peu plus ample. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup à notre conférencière, à nos conférenciers de ce soir. Merci Ariane Jambet, Dylan Bovet, Patrick Michel pour votre formidable présentation et puis la manière très vivante de laquelle vous avez croisé vos discours, vos interventions. Tout cela était non seulement passionnant, mais extrêmement vivant. Merci aussi à Pierre-Louis Ray d'avoir coordonné, orchestré de main de maître tout cela. Le digital ne nous a pas fait faux bond, donc nous sommes ravis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours, d'avoir posé des questions, d'avoir été là. Et votre présence, bien que virtuelle, n'en était pas moins ressentie par tout le monde et nous en sommes absolument ravis. C'est le temps de clore ce débat. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec Monsieur Schulz sur le sujet, je vous le dis, déchets qui dérangent, déchets qui arrangent, mondialisation et matérialité numérique. Vous voyez que les questions de ce soir seront développées plus avant par la conférence de la semaine prochaine. Merci encore, bonne soirée à tout le monde et à une prochaine conférence. Merci. Merci à tous.